appeler nos téléspectateurs pour qu'ils nous racontent leurs pires cauchemars. Parmi tous les appels, eh bien, nous avons sélectionné les cauchemars les plus effroyables, les plus incroyables. Nous allons les entendre dans un instant. Mais tout de suite, je vous demande d'accueillir Claude de Milleville. Elle est celle qui va nous aider à interpréter ses rêves. Elle est psychothérapeute spécialisée dans cette interprétation et donc aussi des cauchemars. Les rêves, les cauchemars, elle en connaît un rayon. Grâce à elle, vous allez tout savoir sur vos pires cauchemars. Là, voici Claude de Milleville. Bonjour Claude, merci d'être avec nous. Vous êtes auteur de 2 livres qui nous parlent de nos rêves et de nos cauchemars, Le secret des rêves aux éditions Plomb et L'interprétation des rêves aux éditions Solar. Pourquoi est-ce que c'est intéressant de connaître la signification de ces rêves et de ces cauchemars ? Il y a une phrase qui est très belle dans un livre juif qui est « Un rêve non interprété est comme une lettre qu'on s'enverrait et qu'on n'ouvrirait pas ». On a un diamant de connaissances au fond de nous et on se tape sur l'épaule pour dire ce qui va pas, ce qui bloque pas. Donc c'est intéressant de rentrer dans un langage qui est symbolique et qui n'est pas du tout un langage mental, comme les contes de fées. Donc on va apprendre à décoder un langage qui nous est normalement familier si on se penche un petit peu sur le problème. Vous allez nous éclairer dans quelques instants. Et pour nous accompagner tout au long de cette émission, eh bien, nous avons invité 2 jeunes comédiens qui sont, eux, passionnés par l'interprétation des cauchemars. Il s'agit de Jérôme Commandeur et de la comédienne Emmanuelle Galabru. Merci à tous les 2 d'être venus sur le plateau de C'est mon choix pour nous parler de vos rêves et de vos pires cauchemars. J'espère que vous vous en souvenez. Jérôme Commandeur, vous êtes à l'affiche de Commandeur et Good, oui, avec votre complice Polo Good, c'est au Palais des Glaces à Paris. Et puis Emmanuelle Galabru, toujours aussi impliquée dans le théâtre de papa, Michel Galabru, à Montmartre. Et actuellement, on y joue 2 pièces, notamment Les Lascars du showbiz et Le Royaume des bonbons. Alors on va parler du Royaume des rêves en attendant. Vous avez des rêves récurrents, Emmanuelle ? J'en avais un quand j'étais petite. Lequel ? Je rêvais d'une maison. Ce qui était très surprenant, c'est que ce rêve revenait tellement souvent que j'avais plus conscience que c'était un rêve. J'étais persuadée d'être allée dans cette maison. Et c'était une maison très spéciale puisqu'en bas, il y avait le TGV qui passait, qui avait des yeux rouges. Et le TGV montait dans la maison et séparait la maison en 2. Il y avait d'un côté le salon, d'un côté la cuisine. Et je me souviens que j'attendais le train comme ça parce que je savais que quand le train arrivait dans la maison, il fallait choisir si on allait dans le salon ou dans la cuisine. Et ma mère était dans le salon et c'était la panique. Le train allait arriver et je ne savais plus de quel côté il fallait aller. Et voilà. Claude, qu'est-ce que ça veut dire ce rêve en 2 mots ? Ça veut dire qu'elle est folle. Hein. Ah, bon, oui. ça... Mais ça, c'est... Qu'est-ce que tu veux, Mais je le revendique. Bon, la maison nous représente toujours, c'est nous. Et le train, c'est les moyens, les trains, les voitures, les bicyclettes, c'est les moyens que nous avons dans la vie. Donc, vous étiez enfant à l'époque ? Oui, 4-5 ans. Donc, c'est le partage de la maison, c'est-à-dire qu'on ne savait pas de quel côté encore on allait pencher, quelle influence on allait recevoir, de quelle façon nous allions habiter cette maison qui était nous-mêmes. Et puis, ce train qui était les moyens de fonctionner, ça montre qu'elle a une énergie formidable, ce train qui partageait la maison en 2, c'était toute son activité, toute son énergie qui se demandait de quelle façon elle a basculé dans la vie. Eh bien, aujourd'hui, elle sait où est son énergie, Emmanuelle Galabru, voilà. Ça, sans nul doute. Jérôme Commandeur, vous avez beaucoup d'énergie sur scène aussi. Et la nuit, c'est comment chez vous ? Agité ? Les rêves, bien sûr. C'est peut-être indiscret. Les rêves. Non, on a des rêves. Je rêve souvent de vous, Evelyne. Non, oui, effectivement, moi j'ai fait beaucoup de rêves. Enfin, il y a une partie qui n'est pas tout à fait liée aux rêves, on en parle avec Claude, qui est le somnambulisme. Alors, c'est une autre part de nos activités nocturnes, entre guillemets. Moi, j'ai fait beaucoup de somnambulisme. Vous avez bien dit que c'était agité chez vous, vous voyez ? Ouais, chez tout. Ouais. Allez, on va reparler de vos cauchemars tout au long de cette émission avec nos invités. Donc, les téléspectateurs qui nous ont appelés pour nous parler de leurs pires cauchemars, nous les avons donc sélectionnés. Et donc, je vous propose de découvrir tout de suite celui de Françoise. Elle crie, vous allez voir, au point de réveiller ses enfants la nuit à cause d'un cauchemar récurrent qu'elle fait. Avant de l'accueillir, regardez et écoutez bien quel est ce cauchemar. Je pars pour une croisière sur un paquebot avec toute la famille. La croisière s'annonce très très bien, il y a une mer calme. Profitant d'un bain de soleil sur mon transat, le paquebot commence à marquer des à-coups. Je me précipite sur le bord du pont, je me penche et là je vois surgir de la mer des herbes qui poussent. Et je me dis d'où ça sort, enfin, c'est pas normal quoi, dans une mer bleue. Donc je reste sur ce pont et plus j'avance,
plus le temps passe, plus l'eau devient jaunâtre, se fonce et devient un être de la boue. Je rassemble tout le monde et les enfants me disent « Maman, il faut absolument que l'on rame parce que bon, on ne peut pas se sortir le paquebot n'avance plus. » Donc pas le choix, obligé de mettre la main dans cette eau trouble et de boueuse et de dire « Je rame pour sauver tout le monde » et là je crie et j'essaie de crier au secours mais ça ne sort pas. Au secours, et je rame avec ma main qui passe dans cette eau boueuse, et là j'en peux plus quoi. Et à ce moment-là, je ne saurais jamais ce qu'on est devenu, puisque mon mari me réveille et me dit ça suffit, tu es en train de gesticuler et de crier dans la chambre quoi. Et voilà comment Françoise réveille toute la maison depuis un certain nombre d'années à cause de ce rêve qui n'est pas la croisière s'amuse. Voici tout de suite Françoise. Bonjour Françoise, asseyez-vous. Alors dites donc, on ne s'amuse pas toutes les nuits chez vous, Non, hein? pas toujours. Vous réveillez toute la maison? Oui, c'est plus calme la journée en fait que la nuit. Alors, Claude de Milleville, qu'est-ce que ça veut dire ça? Elle est dans un paquebot, elle se noie à force de ramer dans la boue. D'abord, je voudrais vous demander, ce rêve revient souvent? Mais en ce moment, oui. Ce rêve d'eau, de bateau? Oui, surtout d'eau boueuse. Bon. En fait, là où c'est pas clair, je ne mets pas les pieds. Est-ce que c'est bien isolé chez vous? Pas trop, non. Faut savoir parce que En tous les cas, le niveau de boue qui monte dans la salle de bain, une pluie battante. Ce qui est caractéristique dans votre rêve, c'est que tous les rêves d'eau, de bateau, c'est les moyens affectifs. Ce qui veut dire que vous avez d'abord une très grande richesse affective, mais vulnérable, une très grande vulnérabilité émotionnelle. Et si vous voulez, au départ, tout baigne. Hein, c'est magnifique, vous êtes sur la croisière, c'est impeccable, etc. Oui. C'est-à-dire qu'on a tendance à être optimiste, à rêver sa vie, etc. Et il n'empêche qu'à l'intérieur de vous, il y a un enfant fragile, il y a une fragilité émotionnelle qui, quelque part, fait que vous avez des peurs. Et que ces peurs, c'est la peur de perdre ou la peur que les gens qu'on aime puissent avoir quelque chose de douloureux ou de difficile. Donc, il y a quelque chose qui est extrêmement en fragilité par rapport à votre entourage. Et cette peur se traduit dans vos rêves. C'est pas pour ça que c'est une réalité. Mais ça veut dire que, vous savez, on dit toujours que la peur engendre le danger. Donc, prendre conscience que c'est cette fragilité à l'intérieur de vous qui fonctionne comme ça et qu'en réalité, si vous êtes bien dans votre vie avec vos enfants, avec votre mari, vous n'avez pas à avoir ces inquiétudes. Parce que sans ça, vous gâchez votre présent. Très souvent, on se réveille et on se dit « Tiens, je vais essayer de finir mon rêve d'une façon agréable ». L'eau boueuse, c'est vraiment toutes les difficultés. Ramer, on dit bien qu'est-ce que ça veut dire ramer dans la vie. Absolument, oui. Donc, on rame quand même sur le plan de sa vie dans certains domaines. Et cet émotionnel, la petite fille qui rêvait d'une vie sans problème, de pouvoir faire une croisière dans la vie, etc., se rend compte qu'elle fait face à certaines difficultés qu'il faut franchir. Des obstacles, certainement. Et des obstacles. Et ces obstacles vous inquiètent, vous bouleversent. Mais à partir du moment où vous allez vous habituer à essayer de terminer vos rêves d'une façon agréable, en se disant je vais essayer, je vous assure qu'on y arrive. Il faut et à ce moment-là, chasser la boue, pomper. Voilà. Merci. Est-ce que ça c'est, Claude, valable pour tous les gens qui rêvent d'eau la nuit ou d'eau boueuse ou qui rament? Bon, là, l'eau, c'est l'affectif. Si l'eau est limpide, transparente, comme elle était au début de son rêve, c'est un bien-être. Et si on rêve d'eau boueuse, ça veut dire qu'on a peur de perdre ses amis, ses proches? Quand on fait un cauchemar, c'est qu'on est en inquiétude et qu'on n'est pas bien. Ça ne veut pas dire qu'il va arriver des choses épouvantables. Ça veut dire que soi-même, on n'est pas complètement en harmonie avec ce que l'on est, avec qui on est. Quand on fait des rêves agréables, on est bien dans sa peau. Ceci dit... Ou on va être bien dans sa peau. Jérôme. Madame dit qu'elle crie la nuit et qu'il y a des à-coups sur le bateau. Oui. C'est naturel. Bon, signe de bonne santé. Merci beaucoup. Merci d'être venu nous parler de vos rêves. Claude. Je voulais vous demander, Claude, si les cauchemars et tout ce qui est rêve insolite pouvaient être héréditaires. Parce que j'ai un des 3 enfants qui commence bien sa vie nocturne, oui, voilà. Bon, mais il y a beaucoup d'enfants qui font des cauchemars. Et quelquefois très très petits. Un enfant tout petit fait des cauchemars. Qu'est-ce qu'on dit aux enfants qui font des cauchemars, justement? Les enfants tout petits, ceux qui, déjà, il faut les consoler, les bercer, parce que de toute façon, c'est le calme et c'est l'amour qui guérit de tout. Donc c'est pas une histoire d'hérédité, c'est de vie au quotidien. Ce qu'il peut hériter de vous, c'est votre sensibilité et l'affect que vous avez. Il peut vous ressembler, bien sûr. Les enfants de Françoise, surtout, ils sont réveillés toutes les nuits. Donc il y en a un qui a décidé de se venger de sa
sa maman, il la réveille toute l'émission. C'est comme ça l'explication. Merci Françoise en tout cas. Merci. Je vous propose maintenant, je vous en prie. Merci. De découvrir le cauchemar de notre prochaine invitée. Il s'agit d'André. Alors elle, ça va vous amuser, Emmanuel et Jérôme. Claude, vous allez nous l'interpréter dans quelques instants. André, elle vole quasiment toutes les nuits ou presque, mais elle vole d'une manière un petit peu particulière. Non, elle vole nue, mon cher Jérôme. Écoutez. Donc je me trouve souvent dans un centre commercial, mais ça peut être aussi une galerie de peinture. Les gens sont là, se baladent nonchalamment. Moi je suis accompagnée. Je ne sais pas de qui, mais je suis toujours accompagnée. Et là, à un moment donné, je m'envole. Je m'envole et je fais des figures acrobatiques dans tous les sens et je provoque une admiration qui me transporte, qui me ravit et je regarde les gens les yeux levés et là ça se gâte un petit peu parce que justement à ce moment-là je me trouve toute nue. Et c'est le désespoir parce que je cherche désespérément tous ces gens qui me regardent. Je tends les mains, je bouge de partout, je vais un petit peu dans tous les sens en faisant mes acrobaties. Et puis j'essaye de prendre un vêtement et il n'y a rien à faire. Personne ne me donne de vêtements, personne ne me tend ce vêtement. Et l'angoisse à ce moment-là devient vraiment très 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 forte. Et là, ça me réveille. En tout cas, ça a beaucoup plu à Jérôme Commandeur. Je vous demande d'accueillir André. Bonjour André. André qui une fois n'est pas coutume, est venu habillé. Bien sûr. Ça, on peut la féliciter. Je me suis quand même posé la question. Hein. Donc, je rêve, c'est de manière récurrente depuis de nombreuses années. Je crois que c'est le rythme, c'est 5-6 fois par semaine, tous les soirs. C'est pas vrai. Oui. Quelle énergie, André. Oui. Et vous dormez dans quelle tenue sinon? Vous dormez en pyjama, en robe de nuit? En t-shirt, je dors habillée normalement. Enfin, et en gros, vous avez la honte quand vous vous réveillez dans votre rêve parce que tout d'un coup, vous êtes toute nue, c'est oui, ça? complètement. Et puis je cherche désespérément. Donc je suis toujours agrippée quand je me réveille. Je suis toujours agrippée au drap, à la thé. Et le fait de me voir toute nue voler, même si mes pirouettes ravissent les gens qui me regardent et même si le spectacle que j'offre me remplit d'aisance, parce que c'est vrai que je me donne en spectacle, là, c'est vrai que je provoque... oui, c'est très agréable ce que je provoque dans un premier temps. Oui, après c'est la honte. Alors, dites-moi Claude un petit peu, qu'est-ce que ça veut dire ça, cette nudité en volant? Déjà, chaque fois, n'importe qui rêvant qu'il vole dans les airs, c'est qu'il essaye d'échapper à une réalité, et là, vous essayez d'échapper d'un quotidien pour avoir cette soif de réussir ce que vous êtes, de pouvoir vivre toute la richesse que vous possédez, de pouvoir vraiment être le meilleur de vous-même, etc. Donc, tous ces spectateurs qui vous admirent, qui vous regardent, c'est votre rêve, c'est ce que vous souhaitez quelque part, c'est être bien dans votre peau, c'est être bien en harmonie avec les gens qui vous entourent. Et puis, d'un seul coup, vous êtes nu. Et être nu, c'est ne pas être protégé. C'est ne pas avoir complètement les armes pour pouvoir fonctionner avec tous les gens qui nous entourent. Et c'est se sentir vulnérable par rapport à tous ceux qui nous entourent. Donc il y a un espèce de désespoir parce que dans vos rêves, vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas complètement vivre ce que vous souhaitez pour l'instant. Si c'est récurrent, c'est que ça revient sans arrêt. Et tant que vous n'aurez pas la vie que vous souhaitez vraiment, et ça veut dire qu'il y a une très grande richesse à l'intérieur de vous, une soif de réalisation. Et cette soif de réalisation, vous avez la potentialité de la vivre, mais pour l'instant, vous n'êtes pas assez sûr de vous. Il y a un manque de confiance en vous. Alors c'est incroyable, Jérôme, parce que vous êtes déjà retrouvé nu sur votre palier à cause de... Non, attends. Ah si, je sais que toutes les filles vont être devant chez vous à partir d'aujourd'hui, mais parce que vous étiez somnambule, c'est ça? Oui, moi c'est ça, c'est à côté des rêves, effectivement, mais je rêvais, non, je le faisais concrètement, je me levais de mon lit pour aller à ma porte d'entrée et j'ouvrais la porte. À poil. Donc, à poil, je vais pas mettre des moon pour... à poil. Non, je me suis dit, si un jour il y a quelqu'un qui passe par chez moi et qui me voit ouvrir la porte à poil,
peut-être la personne va penser que je suis un peu t'es décalé. dingue. Voilà, un peu. Non, mais je renvoie le compliment de tout à l'heure. Mais je voudrais savoir, moi, André, est-ce que, parce que vous êtes nu dans un centre commercial, Non, ça peut être. Enfin, c'est parfois un centre commercial, mais il est assez étonnant parce qu'il est très clair. Les vitrines sont très claires. Est-ce que le lieu a de l'importance? Tout a de l'importance. Tout a de l'importance, le fait d'être au-dessus de quelque chose de très clair. C'est-à-dire que finalement, c'est très clair ce que vous avez envie. Ce qui n'est pas clair et qui est plus difficile, c'est d'arriver à le réaliser. Et le manque de confiance en vous vous en empêche. Et c'est pour ça que c'est important, du moment qu'on prend conscience de quelque chose dans son rêve, les choses bougent. Et votre rêve ne sera plus récurrent. Et vous allez bouger des choses dans votre... Jérôme, vous n'avez pas fini votre phrase. Hein. oui, quand vous êtes dans un centre commercial, est-ce que votre caddie vole aussi? Jamais. Jamais. Vous Non, laissez le jamais. caddie, vous mettez à poil et vous faites une pirouette. Exactement. Ah, c'est pour bien comprendre. Non, il m'est arrivé de faire des pirouettes, mais j'étais habillée. Qu'est-ce que vous conseillez à notre ami, docteur Commandeur? Du repos. Beaucoup de repos. Ça tombe bien, Beaucoup de repos. En tout cas, je voulais vous dire, ça tombe bien, le repos, je suis récemment retraitée. Donc je vais avoir peut-être le temps, comme disait Madame, de réaliser votre tout ce rêve. que je n'ai pas eu l'occasion de réaliser pendant 38 ans. Voilà. Eh bien Absolument. voilà, il y a du travail et vous savez ce qu'il vous reste à faire, André. Merci d'être venu. Je vous en prie. Allez, Aurélie, elle aussi a des nuits extrêmement mouvementées. Le cauchemar dont elle va nous parler fait assez froid dans le dos. Écoutez. En fait, ça commence, je suis dans la salle d'attente. En fait, je rentre dans la salle d'attente du médecin. Donc c'est une salle d'attente classique qui est assez bondée. On attend un petit moment quand surgit dans cette salle d'attente un homme armé. Il est assez en colère, assez nerveux. Il nous menace tous avec son arme, il nous enferme à ce moment-là dans une petite pièce. On est tous là un peu à subir notre sort. Et puis, à un moment donné, on ne sait pas pourquoi, le tueur va tuer 2 personnes, dont mon médecin. Donc ces corps vont tomber un petit peu à la renverse. On va voir les traces de balles que le braqueur a tirées. On va voir le sang qui dégouline des plaies, bien évidemment. Alors étonnamment, on reste tous silencieux. Il va se tourner vers moi en me disant qu'il faut que je sorte. Et à ce moment-là, j'ai conscience vraiment que sur ma décision, eh bien, c'est la vie de toutes les autres personnes, d'une dizaine d'autres personnes que j'ai sur les épaules. Je suis vraiment toute seule face à cette décision, face à ce braqueur. Et là, je me dis, qu'est-ce que je vais faire? Alors plus je réfléchis, plus je me dis, plus je tremble, plus je suis mal, plus j'ai le cœur qui bat. Et c'est généralement à ce moment-là, en fait, que je me réveille, avant de prendre la décision. Et oui, quel cauchemar terrible. Et Aurélie ne fait pas de choix justement dans ce rêve puisqu'elle se réveille à chaque fois. Voici Aurélie. Bonjour Aurélie. Alors dites donc, c'est terrible ce que vous rêvez la nuit. Assez, oui. Ouais, C'est horrible. Hein. c'est- C'est un rêve récurrent. Alors, pas forcément le même lieu, mais... Pas toujours chez le même médecin en pas- tout cas. Voilà. Oui. mais, Vous le connaissez le médecin? Oui, je le connais. C'est mon votre médecin. toubib? Oui, oui, c'est mon vrai médecin, oui, oui. Ça se finit toujours mal, en fait. J'ai toujours la sensation, en fait, de devoir prendre une décision qui implique la vie d'autres personnes, en fait. Et c'est toujours à ce moment-là, en fait, que je me réveille. Et c'est très sanguinolent. Alors qu'est-ce que ça Ouais. veut dire, Claude de Milleville? Alors déjà, être chez le médecin, c'est essayer de trouver une aide à l'extérieur de ce que l'on pourrait faire soi-même. Or, malheureusement, dans la vie, c'est nous-mêmes qui avons à prendre des décisions. Et quand on fait un rêve comme ça, c'est un moment de votre vie où effectivement, on a des choix à faire. Hein. C'est mon choix. Vous avez des choix à faire. C'est drôle, mais Claude, ça y va et ça dépote. Hein. On n'est pas là pour s'emmerder. Hein. On va sortir les cotillons, les langues de belle-mère. Non, mais c'est vrai que vous êtes faire un rêve comme ça et qui revient souvent même dans des conditions Mal au bide, différentes. moi. Claude, Même dans des sort conditions blagues, différentes. C'est vissé, Claude, c'est vissé. Hein. Ouais, au resto, elle boit, Eh, elle boit. Tu m'as promis. Une promesse, c'est une promesse. Promesse, c'est une promesse, Claude, Bon. je me tais. Là, vous avez vraiment, vous êtes à un moment de votre vie, tous les personnages que vous devez sauver, c'est toutes les parties de vous-même.
C'est-à-dire que c'est vous qui êtes totalement en question par rapport à une décision à prendre d'un choix dans votre vie. Et pour l'instant, vous avez des peurs, vous avez des freins, vous avez l'impression que c'est la mort de faire ce choix. Et cette difficulté de choix de votre vie, de vous trouver dans ce choix de votre vie, c'est ça qui vous fait faire ces cauchemars. Et implique d'autres personnes en plus dans le rêve. Et les autres personnes, c'est des parts d'elles-mêmes. D'accord. Tous les personnages, c'est nous. Hein. Est-ce que ça vous ressemble? Est-ce qu'en ce moment, vous êtes en train vous êtes confronté à des choix que vous ne prenez pas, que vous ne faites pas? Pas trop, non. Vous êtes sûr? Non, mais ce n'est pas des choix, c'est pas des choix de choses précises. C'est de prendre des décisions par rapport à sa vie, pour être heureux dans sa vie. Quand on fait des cauchemars, c'est qu'on n'est pas bien. Si vous me disiez « je suis merveilleusement bien dans ma vie », je dirais « il y a une part de vous qui vous mentez à vous-même ». Parce que quand on fait un cauchemar, c'est qu'on n'est pas bien. Et donc, quand je parle de choix, il y a des choix de vie. J'ai dit des choix de vie à faire, c'est-à-dire d'avoir une vie qui correspond à ce que vous souhaitez, à ce que vous aimez, à ce que vous avez envie. Et à la fois, il y a des peurs. À la fois, on en a envie et à la fois, on a des peurs. Et c'est cette espèce de dualité à l'intérieur de vous qui vous crucifie dans vos rêves. Voilà une jeune fille qui était bien dans sa peau et qui ne l'est plus du tout. Mais Aurélie, oui. Est-ce que ça résonne quand même? Qu'est-ce que vous aimeriez faire dans votre vie? Qu'est-ce que vous aimeriez? Qu'est-ce que vous avez envie? Pour l'instant, c'est trouver un travail. Ah ben vous voyez. Dans quelle branche? En ressources humaines. Mais c'est comme ça qu'on fait à la télé, t'as vu? Donc peut-être qu'il y a des gens qui vous regardent et qui seraient susceptibles de vous embaucher. Voilà. Bien sûr. Bah, si ça peut m'aider. Merci en tout cas. Merci. Allez, on va accueillir maintenant Yves qui fait un cauchemar extrêmement fréquent chez la plupart d'entre nous. C'est un cauchemar qui concerne les dents. Écoutez-le. Je suis dans mon lit, mon chat est sur ma poitrine et très doucement, il vient me lécher les paupières. Je me réveille et subitement, je m'envole. Mais pas avec des ailes, je m'envole en marchant dans l'air et je traverse tout mon quartier. J'habite dans le 17e, qui est un très joli quartier. Donc je remarque la place des Ternes, les marchés, les commerçants et quelques personnes que je connais qui vaquent à leurs occupations. Je reprends mon vol pour me retrouver chez moi, dans ma chambre. Je regarde par la fenêtre, il pleut à grandes gouttes. Je souris et subitement, toutes mes dents tombent les unes après les autres, avec un bruit fracassant, comme du cristal, comme de la glace. Je suis très affolé tout de suite parce que je tiens beaucoup à mes dents et le réveil se fait brutalement dans la sueur. Je me précipite pour regarder dans un miroir si j'ai encore toutes mes dents. Je suis rassuré, mon chat est à mes côtés et il dort. Et il est incroyable, Yves, parce qu'il est très sérieux et effectivement, c'est une des peurs récurrentes de la plupart d'entre nous, perdre ses dents. Claude? Oui, j'ai pas entendu juste la fin. Quand il s'est regardé dans un miroir, si les dents étaient toujours en place... Eh bien, la réponse tout de suite, puisque Yves est là avec ses dents. Bonjour Yves. Alors, regardez bien droit dans la caméra. Oui. Elles sont là? Oui, toutes. Elles sont là. Et donc, effectivement, la fin de la phrase, c'est que vos dents, quand vous vous regardez dans le miroir, elles sont toujours là. Absolument, je comprends qu'ils tiennent à ses dents parce qu'elles sont superbes. Je crois que c'est ça qui doit me tourner dans la tête. Non, mais il n'empêche que déjà, comme tous les gens qui rêvent de voler dans les airs, on est un rêveur, on est un imaginatif et on a besoin d'échapper à des réalités qui sont un petit peu rudes et qu'on n'a pas envie de vivre forcément. Donc marcher dans l'air, voler dans l'air, ça veut toujours dire la même chose. Les dents, c'est l'énergie. On dit « je mords dans la vie ». Bon, quand on dit « je mords dans la vie », c'est qu'on a toutes ses dents. Hein. Bon. Donc perdre ses dents, c'est vraiment perdre des énergies. Mais vous, c'est spécial parce que vous perdez vos énergies pour des questions affectives. Parce que la pluie qui tombe, l'eau, c'est l'affectif. Et la pluie qui tombe, c'est des chagrins. Et c'est des chagrins, et en plus, c'est comme de la glace, vos dents tombent comme de la glace en faisant un bruit comme de morceaux de glaçons, si vous voulez, qui tombent. Oui. Et ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est glacé dans votre cœur, qui est douloureux, qu'il y a un chagrin par rapport à quelque chose qui vous enlève vos énergies et qui vous enlève la possibilité de mordre dans la vie. C'est ça, voilà. Yves, hein. Oui, il y a eu des gros chagrins de cœur, sûrement. Voilà.
Mais l'angoisse surtout est de me voir devant cette glace, cette fenêtre avec les dents qui tombent au fur et à mesure, mais elles se détachent les unes après les autres et elles tombent dans un fracas de cristal en même temps que la pluie tombe. En même temps. Donc il y a un accord entre les deux et j'ai l'impression qu'il y a un rythme qui se fait avec les gouttes de pluie. Et vous n'y pouvez rien. C'est pour ça que je vous ai dit que c'était ce qui était spécial chez vous, c'est que cette perte d'énergie momentanée, hein, cette perte d'avoir envie de mordre dans la vie, c'est à cause d'un chagrin affectif. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour les gens qui nous regardent aujourd'hui et qui rêvent aussi de perdre leurs dents, Eh comme bien, Jérôme, n'est-ce pas? Perdre ses dents, ça arrive très très souvent. C'est tout simplement être en manque d'énergie si on rêve simplement qu'on perd ses dents. Gros coup de fatigue. Donc c'est de la fatigue, donc on prend de la vitamine C. Et puis, voilà, c'est simple avec Claude de Milleville. Jérôme, par docteur contre, commandeur. tes cheveux, rien à foutre. Ah là, il n'y a aucun problème. Aucun problème. Comme vous. Eh bien, justement, Claude, est-ce que c'est pareil pour les gens qui rêvent de perdre leurs cheveux? Oui, parce que vous savez bien que le rêve, enfin l'histoire de Samson et Dalila, quand elle lui a coupé les cheveux, il n'avait plus de force. Donc perdre ses cheveux, perdre ses dents, c'est perdre des forces. On avait longtemps dit que le chat. Pardon, on avait longtemps dit que l'histoire des rêves par rapport aux dents annonçait une mort. Démentez-le. Alors ça, oui, je le dément formellement. Pas de rêve prémonitoire, là. C'est très grave de penser qu'il y a des dictionnaires qui racontent des trucs comme ça. Oui, c'est des cons. Et à ce moment-là, on a toujours quelqu'un dans l'environnement des 5000 personnes qu'on connaît autour de nous qui un jour va mourir, on dit « Ah, j'ai rêvé parce que j'avais rêvé que je perdais une dent ». Quand on rêve de la mort de ses proches, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, très souvent, les rêves de mort, d'abord, ça peut être tout simplement la mort de ses proches, c'est parce qu'on a peur qu'ils disparaissent, parce qu'on les aime. Ça peut être tout simplement ça. Mais si on rêve qu'on meurt, et si on rêve qu'on voit quelqu'un mourir, c'est plutôt un signe de renaissance. Eh bien, vous allez en parler avec notre prochain invité. Yves, je vous remercie d'avoir été avec nous. Vous êtes rassuré sur vos dents et sur le reste. Et justement, puisqu'on parlait de rêver de sa mort ou de la mort des autres, c'est ce qui arrive à Mélanie, un rêve très angoissant qu'elle nous raconte. Tout commence donc dans la voiture. Je suis au volant, je conduis. Et à côté de moi, il y a une amie. Et au bout d'un moment, on arrive à côté d'un point d'eau. Et je ne peux pas empêcher la voiture de se diriger vers ce point d'eau. Je savais que ça devait arriver, donc je reste très calme. Je sais ce qu'il faut faire. Je sors de la voiture, je nage. J'arrive à la surface. Et en fait, là, je réalise ce qui vient de se passer. Et je me rends compte que la personne qui était avec moi n'est pas sortie. Je ne sais pas ce qu'il faut que je fasse. Il y a une partie de moi qui a envie de rester en vie, de rester là. Et il y a une autre partie qui sait qu'il va falloir que je replonge pour aller chercher cette personne. Et donc c'est ce que je fais. Je re-rentre dans l'eau, je plonge. Et là, je ne trouve ni la voiture, ni la personne, ni la surface. Là, je me noie et je me réveille. Alors, rêve prémonitoire ou pas, en tout cas, rêve récurrent pour Mélanie. Je ne sais pas si elle a la psychose des voitures maintenant, mais la voici tout de suite, elle va nous raconter son rêve. Bonjour Mélanie, dites donc, je ne vais pas monter en voiture avec vous, moi. Oui. Hein. C'est un vous peu faites angoissant, souvent oui. ce rêve Cauchemar. Oui, assez souvent, mais pas de façon périodique. C'est-à-dire, je peux le faire 2 fois dans la même semaine, ou ne pas le faire pendant 2 ou 3 mois. Est-ce que ça vous angoisse de prendre la voiture après, ou ça n'a rien à voir? Non, ça ne m'angoisse pas. Comme le rêve ne m'angoisse pas, puisque en fait, au milieu du rêve, je suis consciente que ça se terminera toujours de la même façon. Je sais ce qui va arriver. Quelqu'un meurt en tout cas. Moi, oui. Voilà, puisque l'autre personne, je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Mais je sais que ça va se terminer de cette façon-là. Ça m'angoisse en voiture quand je dois passer au-dessus d'un grand espace. Par exemple, un pont au-dessus d'un bras de mer. Ou encore quand je passe sur une route qui est entourée de canaux. Justement, à cause de ce rêve, je vais avoir une petite inquiétude. Je vais y penser. Mais non, ça ne me déstabilise pas plus que ça. Alors, Claude, qu'est-ce que ça veut dire ce rêve? C'est absolument pas prémonitoire, bien entendu. Donc, conduisez tranquillement. Il n'y a aucun danger passer le permis, spécial. c'est mieux. Quand même. Vous êtes passer le permis, c'est pas grand-chose. C'est 2 mois. Bon, alors, donc, vous êtes dans cette voiture avec une amie. L'amie, c'est une part de vous-même. L'amie que vous choisissez, même si vous la connaissez dans la vie.
Vous l'empruntez, c'est une part de vous-même. C'est très intéressant parce que vous avez la voiture qui représente les moyens que vous avez dans la vie. Vous avez des moyens dans la vie, vous avez une voiture. Quand on a une voiture, on n'est pas à pied. Hein. Bon. Vous êtes dans cette voiture et cette voiture se dirige vers un point d'eau d'une façon irrémédiable. L'eau, c'est l'affectif. C'est-à-dire que irrémédiablement, vous allez vers ça. Si vous faites ce rêve récurrent, l'eau représentant l'affectif, vous retombez dans les mêmes schémas sur le plan affectif où vous vous êtes sûrement déjà blessé sur le plan affectif. C'est-à-dire qu'il y a eu des blessures sur le plan affectif. Oui, il y a eu des blessures sur le plan affectif. C'est vrai que j'avais jamais fait vraiment le rapport, mais c'est dans une période où je me cherchais au niveau affectif que ces rêves ont commencé. Voilà. Et donc, ce qu'il va falloir faire pour pouvoir sortir de ces rêves récurrents, c'est de comprendre qu'il y a une part de vous-même, la petite fille en vous, qui est obligée d'oublier ses illusions et de mourir à ses illusions. Et de laisser dans l'eau et de ne pas essayer de sauver et de vouloir trouver le prince charmant. Hein, de vouloir complètement vivre quelque chose de parfait, d'extraordinaire. Ah, Nous, Emmanuel. on n'amène pas tout à tout le monde et l'autre ne va pas nous amener tout non plus. Donc il faut accepter complètement de devenir adulte et de se séparer, de se couper de la petite fille, de l'autre qui doit automatiquement mourir aux illusions. Emmanuel, vous qui rêvez souvent de voiture, ça fait écho? Non, mais le prince charmant, il faut oublier. Ça, c'est... Non, moi j'ai arrêté. Non, mais j'ai arrêté. C'est qu'en fait, il y a une notion de sacrifice affectif dans ce rêve. C'est pas sacrifice affectif, c'est justement, on peut être beaucoup plus heureux en ne se racontant pas des histoires. Hein, en n'ayant pas trop d'exigences. On peut avoir une exigence absolue d'être aimé, d'avoir quelque chose de riche dans le domaine affectif, mais l'imaginaire qu'on avait quand on était enfant, on nous a tellement raconté justement des histoires de princes charmants qu'on se fait une illusion totale par rapport à certaines choses. Donc voilà, et donc on s'imagine qu'on n'a rien à faire et qu'il va arriver, qu'il va nous emmener sur son cheval blanc. Moi, j'ai encore jamais vu le facteur arriver sur son cheval blanc pour vous emmener le... Jamais. Emmanuel, qu'est-ce qui vous arrive en voiture la nuit, dans vos rêves? Moi, je rêve que je conduis alors que je n'ai pas le permis. Ah, c'est pas bien, mais heureusement que c'est que dans les rêves. Et qu'est-ce qui vous arrive? Alors, ah oui, ça, est-ce que c'est parce que je l'ai vécu? C'est-à-dire que je ne devrais pas le raconter, oh tant pis. J'ai conduit sur les petites routes de campagne pensant que ça risquait rien. J'avais 16 ans, il y a prescription. Et Papa Galabru, qu'est-ce qu'il disait? Rien. Bon, pas bien, Michel. Et alors, c'est pas de chance parce qu'une petite route de campagne, un jour férié, enfin vraiment, il y avait aucune... Et je me suis fait arrêter par les... La maréchaussée? Par les policiers, oui. Et donc voilà, et depuis, je rêve que je conduis et que je conduis vachement bien, mais j'ai la trouille de rencontrer un policier. Alors, docteur de Milleville? Conduire bien une voiture, même si on n'a pas le permis de conduire, ça veut dire qu'on sait très bien mener sa vie, qu'on sait très bien se conduire dans sa vie. Elle est formidable, Emmanuel. Voilà. Moi, ce que j'apprécie beaucoup avec Claude, qui est fort compétente par ailleurs, c'est qu'elle a réponse à tout. C'est-à-dire que vous rêvez que vous buvez un verre d'eau, c'est parce que vous avez soif. Si vous êtes en voiture, c'est que vous n'êtes pas à pied. Et là, il y a des gens assis à côté des villes qui font « Ah oui, c'est ça, c'est exactement ça. » Et le bon c'est sens. fou, c'est exactement ça. Qu'est-ce que vous faites du bon sens? Le bon sens. Non, mais c'est bien. Avoir du bon sens. En premier, au lieu d'aller chercher les quantités, le bon sens. Non, mais en plus, ça recoupe... Enfin, moi, je ne connais pas Emmanuel, mais d'après ce qu'on voit, ce qu'on entend d'elle et de ses rêves, ça recoupe assez ce que vous dites. Hein, une jeune fille qui, finalement, conduit sa vie avec beaucoup de sérénité. En tout cas, ça se lit sur votre visage. C'est pas vrai? Tant pis pour moi. Je travaille pour ça, hein, c'est pas... Eh ben oui, mais... Mais bon, oui. Non, mais ça me plaît, d'accord, comme interprétation, je veux bien. Juste un mot encore, les gens qui rêvent de leur propre mort, ça veut dire quoi très exactement? C'est qu'on meurt à une vieille vie pour aller vers autre chose. Ça y est, on a terminé un certain cycle et on est obligé d'aller vers un autre cycle. Mélanie, vous êtes une femme maintenant, vous le savez, grâce à Claude de Milleville, il faut chasser la petite fille qui est en vous. Merci beaucoup. Merci d'être venue. Oui, Emmanuel. J'ai une question à propos des rêves de mort. Moi, on m'avait dit que justement, quand on rêvait qu'un de ses proches mourait, c'est qu'on rallongeait sa vie. Pas vrai. Je veux dire, je ne possède pas toute la connaissance, mais je veux dire, il y a des choses qui pour moi, n'ont pas réellement de sens. Je veux dire, ça devient de la superstition. Et voilà. Hein?
Bon, un autre rêve qui va vous plaire, ça, il est pour vous, Jérôme. Vous avez déjà joué... Non, je ne le dis pas. Hollywood, ça vous tente? Ouais, c'est déjà fait. Très bien. Eh bien, c'est déjà fait aussi pour Annie. Voici son cauchemar. Mon rêve commence toujours de la même façon. Je suis dans une roulotte avec des cow-boys et nous sommes attaqués par des Indiens. C'est un véritable massacre. Moi, on m'épargne. Mais par contre, on me maintient pour que j'assiste bien à la façon dont on scalpe les gens. C'est-à-dire qu'on tire les cheveux et je vois vraiment les têtes qui sont décalotées. Voilà, c'est le mot. Et je vois du sang partout. Ensuite, on m'emmène dans une tente. On me déshabille, on me met des vêtements de squaw, on me met des tresses, on me met de la pâture comme ça partout. On m'oblige à tuer des animaux. Enfin, il faut que je devienne une squaw. Et on m'enchaîne. Et le plus terrible d'abord dans ce cauchemar, c'est vraiment ces scènes de scalp. Parce qu'on me tient la tête, ils me tiennent la tête pour que je voie bien comment ils font. Et mon rêve se termine quand je sens que j'ai mal à ma jambe, que je tire sur la chaîne. Et je voudrais rassurer la communauté indienne de France, naturellement, ça n'est qu'un rêve, en tout cas un cauchemar. Voici Annie. Bonjour Annie. Dites donc, qu'est-ce que je vois? Oui. Vous êtes une vraie squaw, vous avez déjà les tresses? Non, en fait, j'ai toujours eu des tresses. Celles-ci sont fausses, mais j'ai toujours eu plus ou moins des tresses. Qu'est-ce que c'est que ce truc de cow-boy et d'indien là? C'est un cauchemar véritable. Vous faites souvent? Que je fais souvent. Mais vous regardez des films de cow-boy à chaque fois? Non, même pas. Non, parce que ça n'a rien à voir avec un western de John Wayne. Ça, j'aimais beaucoup, c'est les westerns, mais ça n'a rien à voir. Dis donc, c'est gore votre truc en plus, hein. Vous voyez le oui, cerveau, c'est horrible. C'est horrible parce que je suis obligée. Non, mais je suis obligée d'assister à ça. On me maintient pour que je voie comment ça se passe. Alors, Claude, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Alors, d'abord, il y a une part, même si vous me dites que vous ne regardez pas forcément beaucoup de westerns, vous en avez vu déjà, et il y a une part que j'appelle digestive, c'est-à-dire une part d'images qu'on a dans la tête, qu'on mélange avec une certaine angoisse. Donc, la chose la plus importante pour moi, c'est qu'on vous oblige à regarder, et c'est d'ailleurs ce qui vous frappe le plus, qu'on vous oblige à regarder scalper les gens, et vous voyez le crâne, etc. Le crâne, la tête, les cheveux, tout ça correspond au mental. Ce qui veut dire que vous devez avoir un mental qui marche à 1000 à l'heure, avec des idées dans la tête sans arrêt. Et donc, c'est une espèce de destruction permanente que vous avez avec ce mental qui fonctionne sans arrêt, qui vous empêche d'être actrice de votre vie, qui font que quelque part, vous êtes tout le temps dans l'angoisse, dans la peur, dans l'inquiétude. Donc, c'est ça. C'est-à-dire que c'est vous qui vous scalpez vous-même. C'est vous, non mais symboliquement parlant, vous comprenez? Ça veut dire que c'est complètement ce mental qui marche sans arrêt. Vous avez carrément le crâne en sang tout le temps. Et c'est ça qui est exprimé. Et c'est calmer ce mental, c'est peut-être passer dans des actions qui vous font plaisir, de vous régaler dans la vie. Ce mental, pour qu'il s'arrête, vous savez, notre mental ne peut pas penser à deux choses en même temps. Hein. Si vous lui faites penser, vous vous couchez le soir en vous disant « Tiens, qu'est-ce que je pourrais faire d'agréable demain? Et pour les vacances, qu'est-ce que je pourrais faire? Et je pourrais aller voir ses amis et puis aller les... » Et puis, vous donnez un petit schéma agréable à penser. Et non vous ne pas, pouvez pas penser à deux choses en même temps. Et si vous vous couchez avec votre angoisse, etc., vous allez retrouver vos scalps régulièrement. Annie, vous pensez à 50 000 choses en vous couchant? Oui. Même toute la journée. Mais c'est ça. Je parle et je pense déjà à ce que je vais faire. Voilà. Mais c'est ça. C'est très féminin, ça, d'ailleurs. Hein. C'est ça. N'est-ce pas, docteur? C'est ça, oui, c'est ça. N'est-ce pas, docteur? Est-ce que quand vous n'avez pas mangé depuis très longtemps, vous ressentez une sensation de faim? J'ai plutôt très mal au cœur quand je ne mange pas. Ça me donne des migraines. Et vous, les cow-boys et les Indiens, c'était comment quand vous étiez petit? Elle fait un transfert sur Pocahontas. Elle aurait voulu être... Non? Non, même pas. Des fois, j'essaye de me replonger dans ce cauchemar pour dire, mais quand je m'en sors? Est-ce que j'arrive en pensant à des choses agréables à la place?
Est-ce que vous allez avoir peur, Emmanuel et Jérôme, ce soir en allant vous coucher, après tous les rêves, les cauchemars que vous avez entendus sur ce plateau? Non, parce que je crois que vous avez raison. Ça va pas mal, moi. Je rêve. Oui, vous sentez bien dans votre peau, là, Emmanuel, tout d'un coup. Finalement, non. Je pars... Et Claude, est-ce qu'on peut rêver de tous ces rêves en même temps? C'est-à-dire, il y a une eau boueuse, mais en même temps, je fais des pirouettes dans un supermarché, il y a quelqu'un qui m'étouffe, alors je cherche un médicament, je perds mes dents, je suis au-dessus du 17e arrondissement, et comme du coup, je descends dans la dune, l'eau ne s'éclaircit pas. Ça veut dire quoi? Je pense que quelqu'un de compliqué comme toi, tu peux parfaitement faire ce genre de rêve. Merci en tout cas à Emmanuel Galabru et à Jérôme Commandeur pour leur humour. Et puis merci aussi à Claude de Milleville pour tous ces enseignements. Je rappelle les titres de vos 2 livres, Le secret des rêves chez Plomb et L'interprétation des rêves. Et également Jérôme Commandeur, Commandeur et Good au Palais des Glaces et le théâtre Michel Galabru à Montmartre dont vous vous occupez, Emmanuel. Très bonne journée à vous. Merci à tous nos invités et bonne nuit pour ce soir.